Hello, hello. Je viens pour une vidéo YouTube, ça faisait super longtemps, parce une personne m'a demandé, une abonnée sur Instagram m'a demandé comment s'était passé le fait d'être maman en étant neuroatypique. Et en fait, au début, je lui ai juste dit oui, c'est vrai que j'ai jamais forcément réfléchi à faire une vidéo là-dessus. Et finalement, je me suis dit, effectivement, ça pourrait être pertinent, intéressant pour les personnes qui se posent la question. J'ai peur que cette vidéo soit extrêmement longue parce qu'il y a tellement de choses à dire. Déjà pour resituer qui je suis et pour resituer un peu comment était mon fils qui est neuroatypique. J'ai 2 enfants, j'ai Charlie qui a 13 ans maintenant. Là, on est fin 2023 quand j'enregistre cette vidéo et j'ai Alice qui a 10 ans. Charlie, il est multidys, dyslexique, dysgraphique, dysorthographique. Il a aussi des difficultés au niveau des yeux. Alors, pour par exemple, il saute les lignes, ce genre de truc, j'ai plus exactement le nom parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'il a plus eu envie de refaire des consultations avec la personne qui s'occupait de ça, là, je sais plus qui c'était, orthoptique. Et puis, il a un TDAH également avec un peu de CIVT. Faut savoir que voilà, depuis tout ça, j'ai capté que beaucoup d'atypies font qu'en général, on est dans la sphère des TSA quand vraiment beaucoup, beaucoup de choses, on appelle ça des doubles, triples, quadruples exceptionnalités quand on coche toutes les cases. Ça se rapproche un peu des TSA et les TSA, c'est vraiment un spectre. Je vais pas vous faire un détail là, même si je vais distiller des petites informations. Si jamais vous voulez en savoir plus, j'ai un podcast gratuit. Mon but, c'est voilà, mon métier, c'est d'être coach pour personnes atypiques, mais mon but, c'est quand même d'offrir aux gens des possibilités pour mieux se comprendre et une ouverture vers tout ça, pour que ça soit moins flou pour les gens. Et donc, j'ai un podcast où j'en parle. J'ai fait une première vidéo où je parlais du parcours de Charlie, qui mériterait une deuxième partie que je n'ai pas encore tournée. Et puis, j'ai également des posts Instagram et j'ai une formation qui s'appelle Boost ton quotidien, qui est vraiment là pour tout vous expliquer. Je vous explique tout le fonctionnement des neuroatypies, mais pas que, parce que ça, c'est dispo sur internet, mais vraiment comment fonctionner, comment s'en sortir, comment booster son quotidien, comment fonctionne son cerveau. Et je suis également coach. Je suis formée en coaching, en psychologie positive, en tarot psychologie, je me suis formée au bilan d'once avec Élodie Crépel, qui est donc psychologue et spécialisée dans les atypies. Et l'idée, c'est vraiment un bilan. Pareil, vous pouvez voir sur mon podcast, j'en parle, et sur mon blog, marieupi.com. Mais c'est vraiment un bilan sur ton fonctionnement. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue. J'ai vraiment pour moi, ce que je vous aide, c'est des transformations au niveau de votre quotidien. C'est axé solution. Mon but, c'est pas d'aller creuser dans la cave vos traumas, vos trucs, vos machins. Non, mon but, c'est vraiment de trouver des solutions pour que vous viviez mieux. Donc, l'idée, c'est pas de faire des thérapies. Alors, on peut parler de croyances limitantes parce que je suis formée aussi à une sorte d'hypnose, le Theta Healing, qui est là pour déloger les croyances limitantes. C'est entre l'hypnose et les TCC. Euh, Même si c'est moins pointu que les TCC parce que les TCC troublent les comportementales et cognitives, c'est vraiment fait par des psychologues et c'est sur plusieurs séances. Enfin, voilà, que ce soit bien clair et que mon cadre soit bien clair. Et c'est pour ça d'ailleurs que je parle de maquillage, de lifestyle, de plein de choses comme ça et de voilà beaucoup de choses hyper, on pourrait penser futiles sur mon compte parce que moi, mon but, c'est vraiment axer solution. Je veux trouver des solutions pour que vous viviez mieux, pour que vous compreniez mieux, pour qu'il y ait moins d'injonctions. Et, euh, et je ne suis absolument pas médecin parce que si j'étais médecin, je raconterais pas ma life sur les réseaux sociaux. Je, Je vous mettrai en dessous tous les avis sur mes accompagnements, comme ça vous pouvez voilà, voir que même quand on n'a pas des millions de diplômes, qu'on n'est pas médecin, on peut aider les gens. Surtout quand on les comprend, qu'on a compris ce qu'ils vivaient et qu'on a vécu ce qu'ils vivaient. Mon cadre étant posé, euh, j'aimerais parler de plein de choses dans cette vidéo. Ça va être très long. Je suis en pyjama, je me suis réveillée, j'ai vu ce commentaire de mon abonné. Je suis allée emmener Charlie à l'école et je suis venue. Euh, j'ai pendant longtemps pas compris pourquoi j'aimais tant parler de moi sur les réseaux ou parler des autres ou les gens qui se livraient sans masque. Pourquoi j'aimais si peu les small talks, les discussions où personne se montrait tel qu'ils étaient. Pourquoi ce que je préférais dans les réunions de famille, c'est quand les gens commençaient à parler d'eux parce qu'ils avaient bu un petit verre et que ça les avait un peu fait virer leur petit masque social de merde. J'ai eu tellement de difficultés à me comprendre, j'ai 37 ans et j'ai enfin compris qui j'étais, je dirais à 35 ans, même si je l'ai compris et ça a mis du temps.
J'ai fait des podcasts dessus, je vais être redondante pour les gens qui ont déjà écouté mes podcasts et tout ça par rapport à ma vie, mais finalement, c'est quand mon fils a été diagnostiqué, multidys et TDAH que la psychiatre qui nous suivait et qui du coup me suivait parce qu'on discutait beaucoup, on l'a vu plein de fois, m'a dit: «Voilà, je pense que vous êtes aussi, concernés par les atypies de votre fils à différents niveaux, c'est héréditaire à 70 nin nin». Et ça, c'était quand il avait 6 ans. Hem, donc c'était en j'allais dire 2026, non, pas du tout. C'était je suis dyscalculique, donc voilà, bienvenue dans ma tête, c'est comme ça commence. Non, c'était en 2016 parce qu'il est né en 2010, donc ça, c'est quand même pratique, on aime bien. Et en 2016, donc on nous parle de neuroatypie, on nous dit: «Oh, à l'école, il y a un problème, nin il dessine en miroir, c'est chelou, il est bizarre, nin Il a des potes, tu vois, mais pas trop, mais il a des intérêts hyper intenses, il est intense» et je vais aller plus loin plus tard puisque, ben, je vais vous parler de la parentalité, mais au final, 1er truc, c'est, votre enfant, il a peut-être un retard mental, donc on fait un test de QI, le QI s'avère très haut, donc on dit: «Bon, bah, OK, il a 6 ans, il a un haut QI, on fait quoi de ça?» Ça va toujours pas, donc il faut trouver d'autres solutions et le QI n'explique pas tout. Le QI n'est pas un problème dans la vie. Donc bah, on va au Céren à Versailles faire des bilans, il s'avère qu'il est multidys, tout ça, il a vécu du harcèlement, il a été avec une, directrice horrible et finalement, on a changé d'école. Changez d'école si ça va pas, je vous en supplie, faites-le pour vos enfants, changez d'école. Dès qu'il y a un petit doute, dès qu'il y a un truc, dès qu'il y a un machin, changez d'école parce que pour le coup, Charlie, il a beaucoup d'hyposensibilité. Hem Et il nous disait pas tout, parce que pour lui c'était normal et en fait quand il a changé d'école, il s'est rendu compte à quel point ce qu'il avait vécu n'était pas normal, mais comme dans des situations abusives que les femmes peuvent subir pendant les violences conjugales, hein. Souvent c'est quand il y a un violentomètre devant ton nez et que tu vois tout ce que tu vis et que c'est dans le rouge et c'est dans le «attention vous êtes en danger» que tu te dis: «Ah! J'avais pas, le déni est très cohérent, enfin disons commun dans nos vies de petits cerveaux, mais neuroatypiques ou pas, hein. Donc je me dis: «OK, excusez-moi, je vais beaucoup me gratter le nez, je suis malade et en plus je suis en SPM, donc il se peut que je chiale». Oui, le SPM, chez les personnes neuroatypiques, augmente la dysrégulation des émotions. Ça nous fait faire, des délires, dans, tout ce qui est œstrogène, dopamine et tout ce que tu voudras. J'ai fait des posts Insta si tu veux sur le sujet. Attends, je bois un petit peu. Mmh, c'est de la ricorée avec du lait végétal. Mmh. Je veux pas que vous ayez trop de bruit de bouche dans la gueule, donc j'ai ASMR, je bois mon café et je déglutis. Maintenant, Charlie, il est, en 4e, Alice, elle est en CM2. Il est en 4e, il a une aide de vie scolaire, une AESH, il a un ordinateur, il peut pas écrire, il peut pas lire ou difficilement. Donc il a du temps en plus, il a une aide humaine. Hem Voilà et pour la suite, on aimerait bien il adore le dessin, il a des intérêts assez intenses. Souvent, on s'imagine que les personnes avec TSA, elles ont des intérêts spécifiques du genre vers de terre ou quoi. Mais non, ça peut être aussi dans l'intensité, ça peut être aussi dans la manière dont on vit les choses avec un feu à l'intérieur de nous qui nous on va s'intéresser à un sujet pendant des heures et des heures et des heures et des heures, au point où on peut plus rien faire d'autre, où on est complètement, «Ouah» et le lendemain, on en a plus rien à foutre des fois aussi donc voilà, bref. Et donc tout ça pour dire que Charlie, maintenant ça va, on verra pour la suite et de toute façon, je vous ferai des vidéos sur notre vie, sur nos cheminements, sur tout ce qui s'est passé, sur tous les changements qui s'est passé, pour que vous compreniez un petit peu tout. Moi, quand, je me suis fait donc, on va dire par, la psychiatre de mon fils, hem, j'ai pas vraiment pris le temps de l'entendre ou de l'écouter ou de m'en occuper. J'ai pris en compte mon fils. Donc, on a fait plein d'aménagements pour sa dyslexie, orthophonie, orthoptiste pour les yeux, ergothérapeute pour, apprendre à gérer l'ordinateur, trouver des aménagements du quotidien, ce genre de trucs. Mais c'est vrai que tout ce qui était de moi, j'ai entendu et ça a fait genre genre: «OK, c'est pas la priorité en fait». De toute façon, quand j'ai eu Charlie, j'avais 23 ans. J'étais assez jeune et c'est vrai que j'ai pas forcément, pris le temps de prendre soin de moi ou de m'occuper de ma santé mentale et tout ça, voilà. Bon, Charlie, il était voulu, hein.
Juste pour la naissance, effectivement, il a eu une césarienne. J'ai eu une césarienne, je veux dire, et parce que, il voulait pas sortir, enfin, disons, mon corps l'empêchait de sortir plutôt. Donc, voilà, assez chiant. Il est sorti, il était tout bleu, nanana, mais rien de spécial. C'est-à-dire qu'on nous a pas dit, il se passe un truc et tout. Moi-même, quand je suis née, j'ai eu une naissance, tout à fait normale. Par contre, je faisais 1,9 kg et personne n'a su pourquoi. Faut savoir que le TDAH, c'est un retard neurodéveloppemental, hein. Donc, et aussi, il y a d'autres choses qui se jouent dans le cerveau avec la dopamine, tout ça. Mais bref, je vais pas vous faire un cours sur les troubles du neurodéveloppement aujourd'hui. Donc, la question, c'était qu'est-ce que ça fait d'être parent neuroatypique et avoir un enfant neuroatypique ou non d'ailleurs. La difficulté, c'est que donc, quand il est né, je ne savais pas que j'étais neuroatypique. Si vous voulez, ça a toujours été tellement internalisé tout ça et j'ai toujours eu ce sentiment de venir d'une autre planète, de fonctionner différemment, d'être bizarre. Mais j'avais des amis, par exemple à l'école, même si j'étais focus sur un seul aliment et que je me nourrissais que de cassoulet William Saurin, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Ma mère, elle devait me forcer à manger pour que je mange et j'avais voilà une sélectivité alimentaire qui était assez énorme et j'étais hyper mince. J'étais du coup hyper fatiguée. Alors maintenant, je sais que c'est aussi lié à ma neuroatypie, mais par exemple, jusqu'à ce que j'ai 6, 7 ans, elle me promenait en poussette pour faire des magasins parce que je supportais pas. Voilà, donc il y a eu beaucoup de choses comme ça. Par contre, j'étais hyper sociable, je faisais des spectacles, j'étais complètement YOLO, j'étais complètement et j'avais des crises de mutisme quand même, des moments où je me et j'avais un monde imaginaire assez présent, je me souviens, hein. Voilà, mais scolairement, ça allait. J'avais une dyscalculie, mais que j'arrivais à tout à fait effacer. Enfin, ça allait. De grosses difficultés dans les fonctions exécutives, je le sais maintenant, mais à l'époque, je me disais juste, bon, t'es un peu bête. Une confiance en moi très basse, évidemment, comme toutes les personnes neuroatypiques qui ont pensé toute leur vie qu'elles étaient stupides. Mais si vous voulez, personne s'est dit un jour, tiens, elle a un souci, cette gamine, parce que j'étais plutôt, j'ai jamais fait de conneries, j'avais des copines. J'avais pas d'intérêt particulièrement, intense. Alors, on me dit ça et moi, je me vois quand même dans ma chambre avec, du Doliprane à faire des tests et des trucs à passer, je sais pas combien de temps dans ma chambre. Une fois que j'ai découvert les jeux vidéo, j'ai passé des heures et des heures sur Tomb Raider et je ne pouvais plus, faire autrement et j'oubliais de manger, si ma mère m'appelait, j'en avais rien à foutre. Enfin, finalement, dans l'intensité, avec le recul, je me rends compte que si, j'avais des intérêts extrêmement intenses, des trucs où je pouvais plus m'empêcher de faire autre chose. Et j'étais une petite fille, voilà, ma mère me dit, tu tes têtes, genre il y avait des gens que tu supportais, d'autres pas du tout. Et du coup, il y avait enfin, j'ai beaucoup entendu, soit que j'étais capricieuse, soit que je faisais des crises pour rien, soit que j'étais une diva, ce genre de trucs. Avec le recul, je sais que c'était principalement, des difficultés sensorielles, de fatigue et je faisais beaucoup de crises et d'ailleurs ça va être tout l'intérêt de cette vidéo sur la parentalité en étant neuroatypique parce qu'en fait, j'ai fait beaucoup de crises et mon fils a fait beaucoup de crises quand il est né et j'étais en total dépassement de mes capacités, sans comprendre mon fonctionnement, sans comprendre que j'avais des débordements, sans comprendre que mon vase débordait vite, sans comprendre que sensoriellement, j'avais des difficultés. Avant ça, avant d'être, maman, j'avais capté des trucs. Par exemple, je suis somnambule et dans des moments d'angoisse, dans des moments de changement, je n'ai jamais supporté de dormir chez des gens. C'est-à-dire que, voir mes amis, j'avais des amis et tout, mais dormir chez les autres, c'est impossible. Le changement était extrêmement difficile à supporter pour moi, encore maintenant, hein. Tu beau le savoir, il y a des choses qui ton cerveau c'est très compliqué, quoi. Donc je ne pouvais pas dormir chez des gens. J'avais une alimentation vraiment spéciale, particulière. Je pouvais être totalement extravertie, faire des spectacles incroyables avec des paillettes et d'un coup, ouf, j'étais complètement dans ma bulle, à parler à personne et être extrêmement violente, extrêmement énervée, extrêmement en colère, très irritable, sans comprendre pourquoi. Je me rappellerai toujours, que quand mon fils était pour le coup déjà né, mais c'est le genre de crise que je pouvais faire sans les comprendre. J'avais pris l'avion et j'aime pas spécialement voyager, du coup, tu t'en doutes, puisque le changement me fait peur et m'angoisse terriblement. C'est pas que j'ai peur de l'avion en soi, c'est juste changer d'environnement, mais par exemple, même aller chez ma sœur, c'est problématique. Je peux pas dormir chez des gens. Vraiment, c'est quelque chose qui est, rien que d'y penser, je me sens extrêmement mal. Hem et en fait, tout ça, c'est des trucs que je comprenais pas et je disais: «OK, j'ai des bizarreries», tu vois? Mais bon, OK, je parle sans fil sur les réseaux, OK, je peux partir complètement en couille et raconter ma vie intime à plein d'inconnus à un repas et danser toute la nuit et ensuite pendant 3 jours, je ne parle plus à personne, je suis irritable, je suis en colère, je suis fâchée, je m'engueule après tout le monde et je suis méchante.
Je disais que j'étais un peu une connasse, en fait. Je pensais que j'étais asociale et que j'étais une connasse avant de comprendre. Et je me disais, pourquoi tu veux pas aller voir ta sœur? Pourquoi tu veux pas aller voir les gens? Pourquoi tes amis, tu veux pas les voir? Au travail, je suis obligée d'y aller, il faut bien fonctionner. Mais hors de ça, aller dans Paris, faire un resto avec quelqu'un, ça me demande une énergie folle. Mais alors, aller chez quelqu'un, ça, c'est presque pas possible pour moi. Je me sens très mal. Donc, ça m'a valu beaucoup d'amitiés qui se sont terminées parce que les gens comprenaient pas, mais moi-même, je j'avais pas d'explication. Enfin, et du coup, je passais un peu pour une diva, en fait. Et donc, cette crise que j'ai faite, on partait en voyage avec mes beaux-parents et c'est quand même assez compliqué parce que mon fonctionnement est particulier, les gens le voient et donc moi, je sais pas pourquoi et je culpabilisais d'être comme j'étais. Donc, si tu veux, j'étais pas dans un bon mood parce que j'avais passé les vacances avec des gens, il y avait mon mec, il y avait mes deux enfants déjà. Et par exemple, on rentre et moi, tout ce que je voulais, en fait, c'était me reposer. Tout ce que je voulais, c'était me remettre. Et d'ailleurs, je pense que j'ai dormi pendant 3 4 jours. J'ai mis 3 4 jours à me remettre de ce voyage. Parce que sensoriellement, c'était trop. Parce que trop de communication sociale, trop d'efforts, trop de masking, trop de tout ça. Maintenant, j'ai des mots pour comprendre, mais j'en avais pas. Et je pensais juste que j'étais une putain de capricieuse, en fait. Et en fait, à ce moment-là, je rentre chez moi et je voulais me reposer, je voulais juste dormir. Et j'étais là, mais pourquoi vous voulez commencer déjà à faire à manger? Il y avait mes beaux-parents, en fait, qui rentraient avec nous. Ils avaient été voyager avec nous. J'étais là, genre, j'ai pété des câbles. Et en fait, je pétais des câbles aussi. On va au camping avec mon mec. Encore une fois, il y avait quelqu'un d'autre. Quand je suis qu'avec mon mec, je pète pas vraiment des câbles parce que c'est ma personne ressource, c'est mon pilier. Mais dès qu'il y avait d'autres gens dans la balance, je me rends compte maintenant que je pétais des câbles. Et on était avec quelqu'un dans un camping et pareil, il rentre alors que c'était pas prévu. Je savais pas où il était. J'ai paniqué. Je savais pas où j'étais. Je dormais dans une tente. J'ai des difficultés comme ça. Et du coup, il arrivait, j'ai pété des câbles. Et donc, en fait, dans ces moments où je pétais des câbles, je me disais juste t'es colérique en fait. Et c'est tout. Et je voyais pas que je mettais des jours à m'en remettre et qu'après, pendant 3 jours, j'étais irritable, fâchée, en mutisme et j'étais extrêmement mal. Et maintenant que j'y pense, c'est vrai que je vous ai dit que j'étais en SPM, je ne vais pas pleurer. Non, mais c'est toujours un peu... pardon, je reviens. Je vais boire. Quand ça va pas, tu mets tes mains dans de l'eau ou tes pieds dans de l'eau ou tu chiales, hein, mais c'est juste que là, j'ai envie qu'on avance parce qu'il faut que je fasse cette vidéo parce que c'est important pour les gens de comprendre un peu qu'est-ce qui peut se passer. Mais boire de l'eau pour revenir au calme, pour réguler le système nerveux et tout, c'est bien. Mmh. Ou de la ricorée. Et donc, ok, je faisais des crises, des trucs, des machins, mais bon, bah, c'était des bizarreries, comme le fait que je peux pas manger des aliments réchauffés, comme le fait que quand un truc est mélangé, ça me dégoûte, je peux pas le manger, comme le fait, alors ça dépend, hein, j'adore les ramen, mais j'adore par exemple les trucs chez l'Indien, mais ça dépend en fait. En fait, j'ai des bizarreries, ok, très bien, bah je suis comme ça, bah ok, super. Mais socialement, ça devenait compliqué en fait. C'est ce qui a vraiment pas forcément, enfin, c'est ce qui me posait le plus de problèmes parce que autant avec mon mari ça allait bien, mais autant j'arrivais pas à garder des amis. Voilà, par exemple, ma sœur elle habite à 1 heure, j'arrivais pas à aller chez elle, j'arrivais pas forcément à la voir, c'était compliqué. Pourtant je l'aime. Mes amis, pareil, j'arrivais pas forcément à les voir, j'avais plus de vie sociale. Et puis quand t'as des enfants, de toute façon, c'est difficile la vie sociale, hein. Mais même au niveau de la maternité, je vais finir par en parler, vous inquiétez pas. Ça m'a posé des problèmes. Et donc, j'ai toujours voulu des enfants. Ça a vraiment été quelque chose de toujours hyper important pour moi dans ma vie. Et j'ai toujours, c'était là, quoi. Et mon mari et moi, on s'est mis ensemble très jeunes. Ça fait 22 ans qu'on est ensemble, ça va faire 23 ans dans un mois. Et c'est ma personne ressource, c'est mon pilier. Pendant des années d'ailleurs, je me suis dit, c'est sûrement parce que je me suis mis avec lui très jeune que je suis comme ça, que je suis peu autonome. J'avais pas mon permis. D'ailleurs, un truc intéressant aussi, c'est que je m'étais toujours dit quand j'aurai mon permis, ça y est, je me sentirai comme une adulte. J'ai eu mon permis, je me suis toujours pas sentie comme une adulte. Donc, il y a plein de petites choses qu'on fait qu'à terme, je me suis dit, ok, elle m'a dit que j'étais neuroatypique, que j'avais un TDAH, tout ça, je vais creuser. Tout ça pour me rendre compte que finalement, j'avais pas qu'un TDAH. Et donc, mon mari, ça a toujours été mon pilier, ma ressource et tout ça. Et on s'est tout de suite dit, voilà, moi, je veux des enfants. Lui,
Pas spécialement, mais il m'a, voilà, suivi et dès qu'il a eu un CDI, en gros, ce qu'il n'a plus jamais eu après puisqu'on est intermittent du spectacle, enfin, plus maintenant, on est, indépendants, mais bref et hem et donc je voulais des enfants absolument, OK. Ma maman, elle a adoré avoir eu des enfants. Enfin, c'est vrai qu'il y a un truc comme ça dans ma famille de: «Ah, avoir des enfants, c'est hyper épanouissant, nin nin nin». Spoiler alert, c'est faux. Et si vous voulez, quand je suis qu'avec mon mari, j'ai pas de crise. Faut que je sois à l'extérieur ou qu'il y ait d'autres gens ou que je en gros, que je me force socialement, que je sois pas à l'aise socialement et je pète un câble. Alors plus maintenant, j'ai travaillé dessus et surtout je vois plus personne. J'exagère, c'est pas vrai, mais presque. Et donc mais c'était même problématique en société parce que parfois les gens m'invitaient en se disant: «Putain, c'est trop cool, Marie, elle va faire la teuf, elle va être là, ça va être génial, on va se fendre la poire et tout. Elle va danser toute la night et tout» et j'arrivais et en fait, je pouvais plus bouger, j'étais là hyper mal à l'aise et tout, mais c'est incontrôlable. Je ne sais pas quelle facette de moi va apparaître à telle ou telle soirée, tu vois? Bref, on voulait des enfants. J'ai fait une fausse couche, je travaillais à l'époque, je me souviens, j'étais chez NRJ12 quand je suis monteuse vidéo à la base et j'ai fait une fausse couche chez NRJ12, voilà et donc bref, et là, un jour, je tombe enceinte de Charlie, génial. Alors il s'est passé un truc pas cool, c'est que quand j'étais enceinte de 4-5 mois, j'ai commencé à faire des crises horribles. Je comprenais pas ce que j'avais, mais j'avais l'impression que j'allais mourir, j'avais extrêmement mal. J'ai appelé 7 fois SOS médecin entre le moment où j'étais à 4 ou 5 mois de grossesse et où Charlie avait 5 mois. J'ai appelé 7 fois SOS médecin, tout ça pour qu'ils me disent: «Vous avez 23 ans, vous êtes angoissée madame, vous inquiétez pas, c'est rien». Ils me prenaient de haut, vraiment, mais genre ils m'écoutaient pas, j'avais aucune truc et à chaque fois, c'était SOS médecin parce qu'à chaque fois, j'imaginais que comme c'était des crises, bah, c'était fini. J'ai dit: «Ah OK, c'est une crise, donc maintenant il y en a plus». Jusqu'à ce que quelqu'un me dise avec dédain, j'aurais dû leur envoyer des lettres en leur disant: «En fait, j'avais un truc et vous êtes vraiment des connards juste parce que j'étais une femme et que j'avais 23 ans, vous avez pas pris soin de moi et vous n'avez même pas cherché à savoir pourquoi je souffrais». La souffrance des gens est quand même extrêmement invalidée. Hem, bon, c'est invisible encore plus, c'est-à-dire qu'on parle d'un handicap invisible sur les neuroatypies, mais là, typiquement, mes crises, elles étaient invisibles, personne comprenait, ça semblait être n'importe quoi, hein, Pierre et le loup, tu vois? Blablabla, genre la meuf, elle appelle les gens alors qu'en fait tout va bien. Comme si tu avais envie d'appeler SOS médecin 70 € pour rien. Non, en fait, j'ai 70 € à dépenser, j'ai 23 ans, vraiment, j'ai autre chose à foutre que de mettre 70 balles dans toi qui me dis juste: «Ta gueule, tu fais une crise d'angoisse», tu vois? J'ai cru à la fin que j'étais folle même, parce qu'il me disait, heu, comme je savais quand même que je pouvais être assez dans la dysrégulation des émotions, il me disait: «Vous êtes stressée, c'est une crise d'angoisse» et à la fin, je les ai crus. J'ai dit: «OK, bah, je suis stressée», alors que je l'étais pas. J'étais hyper heureuse d'accueillir cet enfant, j'étais hyper heureuse d'être enceinte, il se passait un truc magnifique pour moi et mon mari, enfin voilà, vraiment, il y avait pas de problème. Bref, à la fin, vésicule, complètement pleine de caillots et j'ai dû me faire, retirer la vésicule alors que si ça avait été pris à temps, j'aurais pu garder ma vésicule. Parce que je pense qu'enlever un organe de ton corps, c'est jamais la meilleure des idées, mais bon, c'est pas grave. Voilà, voilà. Et bref, enceinte, ça se passe plutôt bien, même si voilà, il y a eu ce truc-là où j'ai dû, aller à l'hôpital quand Charlie avait 5 mois pour me faire couper la vésicule, parce que ça allait être catastrophique. J'avais un tas de caillots de remplis, c'était atroce et depuis, je n'ai plus ce genre de souffrance. Si vous avez une souffrance qui se trouve là, qui vous perce comme si c'était un couteau et qui vous empêche de respirer, nin c'est possiblement, la vésicule biliaire, faites attention. Et donc, bon, de toute façon, hein, entre l'endométriose et tous ces trucs à qui on a dit: «Enfin, oui, vous souffrez, vous avez vos règles», bah, c'est normal, en fait. Enfin, ferme un petit peu ta gueule, s'il te plaît, fais moins de bruit, femme. Voilà, je pense que depuis, on a compris. Donc bref, même, hein, en tant que parent, quand vous avez un doute, quand quelqu'un vous ne le sentez pas, je vous en supplie, changez. Quand à l'école, ça ne se passe pas bien, je vous en supplie, changez. Parce qu'en fait, on sent les gens. Ma mère me l'a toujours dit. Quand tu étais petite, il y avait des gens avec qui ça passait, d'autres avec qui ça passe pas. C'est toujours le cas. Je n'écoute pas toujours mon intuition parce que je voulais pas me dire: «Oh, enfin, tu vois, à un moment donné non plus, il faut pas tout le temps s'écouter parce que sinon on devient, tu vois? On peut plus fonctionner en société. Ben en fait si, écoutez-vous, quoi, surtout quand c'est des médecins ou des personnes qui s'occupent de vos enfants. Moi, j'avais, pas forcément voulu, quand j'étais, enceinte, on me disait: «Alors, tu vas faire comment ton éducation?» nin nin. J'étais en mode: «Oh non, rien à foutre, il aura des jouets en plastique, je passerai l'aspirateur quand même, je m'en fous, je ferai pas gaffe». Je suis assez brute de décoffrage dans la vie et j'étais vraiment en mode, «C'est bon, c'est pas un gamin qui va faire changer ma vie», bref, conne et
Bon, eh bien, il s'est passé tout l'inverse. Je suis devenue végétarienne, j'ai voulu accoucher dans l'eau, il n'avait que des jouets en bois, j'ai fait tous ses repas, j'ai allaité pendant, alors Charlie, il a pas voulu que j'allaite longtemps, mais Alice, je l'ai allaité pendant 4 ans. Enfin bref, du coup, absolument pas ce que je pensais. Il se réveillait dès que je bougeais et que je passais l'aspirateur, autant te dire que je ne passais pas l'aspirateur et que quand il dormait, j'étais comme ça. Genre, je pouvais plus bouger. Du coup, on n'avait plus d'amis puisque, bah, c'était compliqué. Donc quand Charlie est né, catastrophe, je voulais accoucher dans l'eau bleue à Paris. Finalement, j'ai pas pu parce que il se passe que mon corps voulait pas le laisser sortir. J'ai eu un tampon d'ocytocine pour déclencher l'accouchement, ça s'est pas passé. Donc, eh bien, on me dit, bah écoutez, désolé, on fait une césarienne. Donc, blasé, mais ok. Encore dans le truc de je souffre et personne ne m'écoute. Après la césarienne, je dis je veux vomir, je me sens pas bien. Il me dit mais non, vous inquiétez pas, c'est l'effet de l'anesthésie. Et là, je me gerbe dessus. Voilà, les gens. Et si on commençait par nous écouter, ce serait super sympa. Et donc, accouchement pas ouf, hein, on va pas se mytho, le temps qu'il me recousse, du coup, Charlie, il est sur le ventre de mon mari en peau à peau. Et Charlie, il avait un petit peu souffert, il était un peu violé, on va pas se mytho, mais ils me disent que tout va bien. Ok. Et d'ailleurs, tout allait bien. Sauf que Charlie ne dormait pas. Là aussi, tu t'es dit, est-ce que ce serait pas typique des neuroatypiques? Alors que moi, par exemple, je dormais, hein. Vraiment, j'ai jamais eu de problème de sommeil de ce que me dit ma mère et tout. Ah oui, j'ai pas, fermé le tiroir sur mon mari. Je me suis toujours dit que si j'étais pas autonome, c'est parce que j'étais avec mon mari depuis longtemps et que du coup, il m'avait vachement assistée et c'est vrai, il m'a énormément assistée, hein, mais je pensais que c'était ça ou des traumas. Donc j'ai fait beaucoup d'hypnose, beaucoup de trucs, de tests, de médium, de thérapie, de trucs pour vérifier si j'avais eu des traumas dont je me souvenais pas et pourquoi je me sentais pas une adulte et pourquoi j'avais tant de difficultés, qui sont des difficultés des fonctions exécutives, ce que je ne savais pas avant. J'étais persuadée que j'avais vécu des traumas et qu'en fait je m'en souvenais pas. Bon non, je n'ai pas vécu de trauma. Je suis juste autiste. Bienvenue. Et donc, Charlie naît donc dans d'atroces souffrances. On va pas se cacher que c'était pas drôle parce que du coup, je ne pouvais pas, me lever, j'ai pas pu lui faire son premier bain, ce genre de truc. Heureusement, il y avait ma sœur qui était là. Ma sœur, elle m'a beaucoup aidée, elle était là pour la pire nuit, la deuxième nuit. Elle est restée toute la nuit alors qu'elle travaillait le lendemain. Je pense que je n'ai jamais connu un sacrifice aussi énorme. Enfin, vraiment, voilà. C'était, incroyable qu'elle soit là. Il prenait pas le sein et les personnes qui devaient m'aider à donner le sein dans une maternité qui est censée être, sympa sur l'allaitement et tout, elle me dit: «Bah, normalement, vous le mettez et puis c'est bon, une fois qu'on vous a montré, c'est bon, vous savez faire», tu vois? C'est un petit peu, ma vie ça. Une fois qu'on vous a montré, vous savez faire et moi j'étais là: «Non, j'y arrive pas en fait», genre, à dormir chez des gens, j'y arrive pas, aller à un rendez-vous, j'y arrive pas, me bloquer, faire des choses entre 2 rendez-vous, j'y arrive pas, enchaîner 2 trucs, j'y arrive pas, aller à des endroits, c'est difficile, enfin bref, c'est l'histoire de ma life. Donc j'arrivais pas à allaiter. Charlie prenait pas le sein. Au bout de 3 jours, mon mec s'est super énervé en disant: «En fait, il nous faut un biberon parce qu'on n'arrive pas à allaiter et ma femme, elle pète des câbles et ça ne fonctionne pas» et moi, j'étais extrêmement frustrée, extrêmement malheureuse de pas y arriver et tout. Bref, il a un petit biberon et là, il dort, enfin. Donc ça on va pas voilà, ça a très mal commencé. Je pense que je vois le temps qui passe, cette vidéo se fera en 2 parties. Donc extrêmement difficile, ma régulation des émotions, je te l'ai dit, était compliquée, donc encore plus difficile avec les hormones, le truc, le machin et hyper dur. Or, quand j'ai eu ma fille, tout s'est extrêmement bien passé. J'ai eu une voix basse pour ma fille, j'ai pas eu de césarienne, j'ai allaité en 2 secondes, elle dormait, tout était tellement facile. J'ai tellement vu la différence et même encore maintenant, Charlie, il a des intérêts spécifiques, des intensités, des fonctionnements, une rigidité mentale, des troubles, il peut pas lire, il peut pas écrire, qui sont énormes. Alice, elle est myope. Bon, voilà, sinon elle fonctionne de ouf. Alors Charlie, il est magnifique, hein, je l'adore, il y a pas de problème, hein. Là, évidemment, je pointe toutes les difficultés parce que c'est le jeu de faire cette vidéo, mais je regrette rien et je les aime d'un amour, incroyable tous les 2. Mais c'est dur. C'est dur, d'être neuroatypique et d'avoir un enfant neuroatypique parce qu'il dormait pas. Il se trouve qu'au bout d'1 mois, il dormait pas, que moi j'avais toujours ces fameuses crises que je ne comprenais pas et dont les médecins me disaient juste: «Vous êtes stressée madame». Donc je vais chez ma mère pour lui dire: «J'ai besoin d'aide». Pierre il bosse, mon mec il bosse, je suis toute seule à la maison, je m'en sors pas, je vais péter un câble. Donc ma mère me récupère avec mon fils et en gros, elle le faisait, dormir avec lui à côté, dans son couffin ou dans son lit. Enfin moi j'ai fait le cododo, tous ces trucs-là, éducation bienveillante, stage de psychologie positive, stage de guidance parentale, j'ai fait tout ce qu'il fallait,
quand j'ai vu que mon éducation que je pensais faire ne fonctionnerait jamais avec un enfant comme ça. Donc ma mère le garde et il dormait avec elle. Elle me faisait allaiter et dès que j'avais fini d'allaiter, boum, je me rendormais et elle s'occupait de mon enfant. Donc pareil, quelle chance, vraiment. Ricoré. Mmh, mmh, mmh. Ah bon. Je sais que ça gênerait les neurotypiques de me voir chialer, mais on est entre nous, donc je m'en balèque. Nous, on sait qu'on n'a pas de masque, qu'on peut chialer, qu'on peut pleurer, qu'on peut rire, qu'on peut crier et qu'on se comprend. Donc, heu, ma mère s'en occupe, blablabla et finalement, elle me dit: «Il y a un problème. Déjà, ton fils dort pas, c'est pas normal». Elle a eu 3 enfants, elle a vu d'autres enfants et puis, et ben, heureusement, en fait, elle avait une copine docteur, médecin. Pareil, merci mon Dieu, quoi. Et du coup, cette personne me voit et là, échographie et là, catastrophe, tu vas faire une jaunisse ou je sais plus comment ça s'appelle. Vite, 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 faut le lendemain, j'étais à l'hôpital et on m'enlevait la vésicule. Mais ça, j'avais 5 mois, ça faisait 5 mois que Charlie était né, hein. Donc en gros, j'ai passé les 5 premiers mois de la vie de Charlie à souffrir, à galérer avec un bébé qui ne dormait pas, à vouloir quand même inviter des gens à la maison, sauf qu'on passait une soirée à s'occuper de notre fils et on ne savait pas quoi faire. Donc si vous voulez, c'était un franchement, on a vécu une année hyper difficile, vraiment extrêmement difficile. Ça a été très compliqué, autant émotionnellement que pour moi, autant physiquement, autant pour Charlie, autant pour mon mari, c'était très compliqué. Lui, il était en CDI. Moi, du coup, j'ai pu m'arrêter pendant 8 ou 9 mois parce que j'étais intermittente à l'époque et du coup, j'avais un peu de droits et un peu j'ai vécu sur, des économies que j'avais faites avant. Parce que j'ai commencé à bosser à 20 ans, donc j'avais un peu d'économies déjà. Il se trouve que je me fais opérer, nin nin, Charlie dort pas, c'est compliqué, mais finalement, on trouve une nounou horrible. Je change au bout de 3 mois, pareil, l'enfer, vraiment. Elle me disait: «Oui, il bouge beaucoup, il pleure beaucoup, il nin bref, j'ai compris que ça n'allait pas, donc je l'ai vite viré. Je bossais pas beaucoup. Genre, je bossais peut-être, je sais pas, 15 jours par mois, heureusement. Donc je m'occupais beaucoup, beaucoup, beaucoup de lui. Mais c'était difficile parce que en tant que maman, je me sentais tellement plus insouciante, j'avais quand même 23, 24 ans. Par exemple, aller faire des courses, sans lui quand ma mère était là pour le garder parce qu'elle habite à 450 kilomètres donc voilà, c'était compliqué. Et moi, je voulais rester auprès de mon mari, puis j'avais envie d'être chez moi, même si la maison de mes parents, ça, c'est vraiment aussi un lieu refuge. Autant chez moi que chez eux, c'est bien, je peux dormir, il y a pas de souci. J'ai des crises de somnambulisme, par exemple, je me lève et je me douche habillée et je m'en rends pas compte, mais ça va. Chez mes parents, ça va mieux. Si mon mari est là et tout, ça va. Et en fait, ce qui se passe, attends, je bug, j'en étais où? Je sais plus ce que je disais. Et je disais que, oui, les courses, par exemple, quand j'allais aux courses avec, et que ma mère pouvait garder mon fils parce qu'elle venait à Paris pour m'aider, elle est venue plein de fois parce que c'était très dur. Et ben, j'avais l'impression de faire un truc incroyable alors qu'aller aux courses ou bouger de chez moi, c'était difficile. Mais là, j'avais l'impression de souffler, d'être libre. Et ça a vraiment pas aidé mon autonomie dans le sens où j'avais déjà très peu d'autonomie, c'est-à-dire que je sortais très peu seule, c'était toujours avec mon mari, être seule, c'est compliqué. Mais en plus, là, le fait d'avoir mon fils à la maison et d'avoir en tête que j'étais responsable d'un être humain, que je pouvais pas le laisser, ça m'a encore plus cloisonnée et ça m'a encore plus posé de difficultés dans mon côté, sortir, s'expanser, aller voir du monde, ce genre de trucs. Ça va vraiment, ça me posait des énormes difficultés, je me souviens, on était dans un groupe de mamans, c'était trop chouette d'ailleurs, mais on était un groupe de mamans sur un forum et on se rejoignait dans Paris parfois et c'était hyper compliqué. Il fallait emmener la poussette, le truc, le machin dans le métro, j'avais pas mon permis. Mon permis, je l'ai eu à 37 ans, 36. Après, 100 heures de conduite et 3 échecs, de permis et beaucoup de moniteurs qui me disaient: «Mais meuf, tu as un problème, tu es chelou», encore ça, enfin, tu vois, tous les trucs dans ma vie où on m'a dit: «On te montre, normalement tu y arrives» et moi j'y arrivais pas. Clairement, le permis et les fonctions exécutives, c'est quand même tout un délire. En fait, à chaque fois, je me disais: «Mais je suis bête», ce qui a fait que j'avais très peu confiance en moi, que je voyais que j'étais chelou et que c'était dur et c'est pour ça que j'ai créé mes réseaux, hein, pour avoir une communauté et pour trouver des gens comme moi parce que même si je savais pas que j'étais neuroatypique, je sentais que fallait que je sois dans ma bulle et dans mon monde et que je m'entoure de personnes qui me comprenaient et qui m'aimaient bien et tout parce que je me sentais tellement agressée par le monde en permanence. Le monde m'agressait tout le temps, en fait. Et hem et finalement, pourquoi j'ai fait cette vidéo en SPM?
Vous m'expliquez? C'est de la merde. C'était pas la meilleure idée, Marie. C'est pas grave. Et donc, bah, voilà, au final, non. La question de la personne sur Instagram, c'était: «J'ai très peur d'être mère en tant que truc». Honnêtement, j'aurais dû avant faire de la thérapie. J'aurais dû faire des stages en communication bienveillante, j'aurais dû faire des stages en, psychologie, bienveillante, en CNV, communication non violente, tout ça avant parce que Charlie, le problème, c'est que du coup, je faisais des crises. Il faisait des crises, il dormait pas. Il faisait des crises que je ne comprenais pas. Il était intense, il débordait pour un scratch, pour un vêtement, pour un truc, pour un machin. Et moi, je me sentais nulle, je me sentais pas bonne comme maman et je sentais que c'était compliqué. Et du coup, je faisais des crises, je m'énervais, je me fâchais. Donc, franchement, j'ai super honte, mais je lui ai déjà donné une claque et une fessée. Alors, pas 12, hein, mais une ou deux, tu vois. Mais j'en ai honte. Enfin, vraiment, je regrette. Je me suis déjà fâchée sur lui, je l'ai déjà énervé. Un jour, mec, tu as dit: «Viens, on va à la police puisque c'est ça». Enfin, je veux dire, on a pété des câbles, en fait. Et en fait, quand j'ai vu que, l'éducation que je pensais faire assez basique, j'ai été élevée moi, très bien dans l'amour et tout. Enfin, vraiment, ma mère était plutôt en mode, éducation bienveillante, même s'il y avait de la on n'en était pas où on en est maintenant sur toutes les neurosciences et tout, mais bon, elle a fait ce qu'elle pouvait et c'était plutôt doux, tu vois? Même si, bon, voilà, on va pas parler non plus de tout ça, c'est compliqué, mais ce que je veux dire, c'est que finalement, j'ai fait des stages en éducation bienveillante avec Isabelle Filiosa, j'ai fait, des stages de méditation, j'ai fait des stages, beaucoup de stages, j'ai fait par exemple, un truc à la con, mais j'ai fait mon premier niveau de Reiki, un truc énergétique. Ça m'a pas appris, j'ai pas kiffé finalement le truc énergétique, faire des soins énergétiques, c'est pas trop mon délire. Mais en vrai, ce que j'ai appris, c'est la posture, la relaxation, écouter son corps, des choses que je savais pas faire. Parler de ses émotions, tous ces cercles de femmes que j'ai fait, où j'ai aussi, moi-même fait passer des cercles de femmes à des femmes, où j'ai participé à des cercles de femmes. Tout ça, ça m'a appris déjà des postures. J'ai fait aussi des stages de coaching dans ces moments-là et des stages d'accompagnement aux personnes. Ça m'a appris la posture d'accompagnant, mais ça m'a aussi appris la reconnaissance des émotions, la communication bienveillante et tous ces trucs-là. Et je vous invite, si vous voulez être parent, à le faire. Ça vraiment, des stages de communication bienveillante. Je sais pas si Isabelle Filiosa, elle en propose encore, ou Isabelle Guéguen, mais leurs livres sont géniaux. Vivre, enfin, un enfant heureux de Guéguen, il est super. Il a bouleversé ma vie. Ça a vraiment été le point de départ de la connaissance de mon fils et de la connaissance de moi, ça, pour une enfance heureuse. Et aussi les livres de Filiosa. Et donc, des stages de psychologie positive, d'éducation bienveillante, et là, j'entame la route, le chemin vers la connaissance de soi, vers le développement personnel, l'épanouissement personnel, qui depuis, je n'ai jamais arrêté. Donc, j'ai 37 ans maintenant. Donc, voilà, ça fait un petit moment que j'ai commencé tout ça. Bah, ça va faire, donc, puisque Charlie, il est né en 2010, ça fera 13 ans. Et en fait, je ne vais pas vous dire que c'est facile, mais peut-être que si vous connaissez vos atypies, si vous savez accueillir vos émotions, vous savez à quel moment vous êtes en surcharge sensorielle, si vous savez tout ça, ça peut aider. Moi, c'est ce qu'il aurait fallu que j'ai, en fait. Il aurait fallu que je me connaisse avant de faire un enfant. Il aurait fallu que je sache pourquoi je pétais des câbles et tout. Et il aurait fallu que je lise tous ces livres sur l'éducation, pour une enfance heureuse avant. Parce que je pense que Charlie, j'ai commencé à faire des stages et des trucs machin quand il avait peut-être 2 ans. Alors, il se trouve que les crises, nanana, sont passées assez vite. C'est-à-dire qu'après ces 3 ans, il a plus fait de crise. Ça m'a même inquiétée parce que je me suis dit, ça se trouve, en moi faisant des crises et lui faisant des crises, je l'ai empêché d'exprimer ses émotions parce qu'à partir de 3, 4, 5 ans, il a plus voulu de câlins. Alors, il a toujours été hyper autonome. C'est-à-dire qu'à 1 an, il voulait aller chez mes parents en vacances pendant 2 mois. Enfin, vraiment. Alors, je le faisais pas partir pendant 2 mois parce qu'il me manquait trop, mais j'ai pu le laisser partir 1 ou 2 semaines quand il avait 1 an. Incroyable, ma fille n'a jamais fait ça, par exemple. Il est hyper indépendant, assez peu empathique. Ce n'est pas que un trait chez les personnes, chez les serial killers, c'est aussi un trait chez les autistes. Alors, il y a des autistes hyper empathiques et des autistes absolument pas empathiques, hein. La théorie de l'esprit, si ça vous intéresse, vous pouvez aller chercher le délire. Mais finalement, Charlie, en fait, assez vite, il a été indépendant, il avait des intérêts incroyables, il était fan de couteaux, il était fan de cailloux, il était fan de tout ça, et du coup, hyper intéressant pour tous les adultes autour de lui. Et ensuite, l'école, ben voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. On a fait tous les tests et machin, et très compliqué de trouver des gens qui comprenaient. Maintenant, au collège, il a donc un dossier MDPH, l'aide de vie scolaire, ce genre de truc. Maintenant, tous les années, je répète un peu quand même ce qu'il a. J'en ai fait un podcast, comment parler de ses atypies. C'est là où je parle de comment moi je parle des atypies de Charlie. Je parle pas de TDAH, de TSA. Je dis juste il a des
dysrégulation des émotions et un problème au niveau des fonctions exécutives, mais voilà, je vais pas le répéter, tout ça, c'est dans mon podcast. Et si vous voulez, finalement, ben, comprendre pourquoi je parlais sans filtre et pourquoi j'étais impulsive et pourquoi les gens me comprenaient pas et pourquoi les gens me trouvaient chelou et pourquoi des fois j'étais hyper heureuse et je pouvais danser toute la nuit et pourquoi des fois j'étais une grosse connasse et que j'étais méchante et que j'étais complètement, dans ma bulle. Tout ça, comprendre tout ça, ça a été hyper aidant. Dans ma parentalité, je c'est difficile d'avoir des enfants. C'est difficile d'avoir des enfants, encore plus quand on sait que la terre meurt et que le Rassemblement national vient de voter une loi sur l'immigration. Euh, c'est difficile autant au niveau de l'environnement, de tout ça. C'est difficile aussi en termes d'argent, parce que Charlie a des besoins spécifiques qui nous coûtent de l'argent. Euh, c'est difficile parce que faudra qu'il fasse des études, faudra lui payer un appartement, faudra tout ça. C'est difficile aussi parce qu'il faut apprendre à dire aux gens qu'on les emmerde. C'est-à-dire que nous, au niveau de l'éducation, on a eu beaucoup, beaucoup de difficultés. C'est-à-dire que, par exemple, dans la belle famille ou ce genre de truc, il y a eu des remarques, genre on est trop laxiste, on est trop ci, on est trop ça, alors que nous, on faisait déjà ce qu'on pouvait, c'était difficile. C'est vrai qu'avoir une maman autiste, bah, ça fait que j'ai pas spécialement de temps d'écran imposé. Je suis complètement YOLO. Moi, si j'avais vécu dans une maison à la campagne et qu'ils avaient vécu tout nus, ça me dérangeait pas. Faire des cercles de femmes et jouer au tambour et être nu et parler de santé mentale me dérange pas. Leur faire écouter du Orelsan et les emmener voir un concert de Orelsan quand ils ont 8 ans et 11 ans, ça me dérange pas. Effectivement, je peux passer pour une mère assez YOLO. En même temps, ce qui est assez cool, c'est que toutes les personnes qui nous ont critiqué sur notre éducation, notre laxisme et la manière dont on éduquait nos enfants, maintenant reconnaissent à quel point nos enfants sont hyper intéressants, hyper intelligents et hyper bien élevés. Donc, si je devais conclure cette vidéo, parce que bon, il est peut-être temps quand même, je dirais que écoutez-vous, faites l'éducation qui vous semble la bonne. Moi, par exemple, vraiment, je n'ai jamais puni. Les seules fois où je me suis fâchée, c'est effectivement quand Charlie faisait des crises et ça s'est arrêté quand il avait 2 3 ans où là, j'ai mis, en fait, je ne veux pas être ce genre de mère et j'ai travaillé sur moi pour l'aider, pour être une maman qui comprenne ses besoins. Et je dirais, écoutez-vous, je dirais l'autorité et l'exigence et machin, ça sert à rien. Faites des putains de thérapies, je vous en supplie, avant de faire des gosses. D'ailleurs, ça me fait marrer, mais moi, j'en ai parlé dans mon podcast, hein, mais c'est vraiment une fois, le déclencheur, ça a été une médium chez qui je vais et je disais, je parlais à ma sœur de ça, je disais c'est dur pour moi parce que je me sens différente, je sens que j'ai pas ma place, j'en ai marre, je suis en quête d'identité permanente, pendant 6 mois, je vais faire un truc à fond et ensuite pendant 6 mois, je vais faire autre chose. Ma sœur, elle est psychologue, elle me dit, mais va consulter, va consulter, va consulter. Et un jour, je vais voir une médium et la médium me dit des choses par rapport à tout ça, par rapport aux neuroatypies, je lui en avais pas parlé moi. Et ma sœur, je l'appelle après, elle me dit: «Oui, bon, bah, maintenant que, truc, faut que tu ailles consulter, faut que tu ailles voir» et c'est là que ça a commencé le chemin sur: «OK, je vais consulter parce que je crois qu'en fait, je suis en dépression». Hem donc la psychiatre qui m'avait déjà dit que j'étais neuroatypique il y a, à ce moment-là, ça devait faire, je sais pas combien d'années qu'elle me l'avait dit, que je l'écoutais pas. Là, je suis allée chez une psychologue spécialisée qui a effectivement confirmé mon TDAH et mon TSA. Hem Et c'est ce qui a fait que j'ai enfin compris pourquoi j'étais différente, j'ai enfin compris tout ça et si vous voulez, je suis heureuse de pouvoir, élever Charlie dans la compréhension. Alors maintenant, il veut pas qu'on en parle, pour lui en tout cas. Il sait que je fais ce métier, que j'accompagne les personnes atypiques, je parle, beaucoup de TDAH, beaucoup de tout ça, mais pour lui, c'est pas un bail, c'est pas un sujet, il veut pas qu'on en parle. Il est pas, très à l'aise avec cette idée et OK, il a eu une AESH, OK, il a des aides, OK, il a un ordinateur, OK, il sait pas écrire, heu, mais si vous voulez, on voilà, c'est pas un sujet. Hem Il l'accepte, mais il aime pas quand on en parle, il aime pas spécialement c'est compliqué pour lui d'être différent, hein, il me l'a déjà dit et en même temps, je pense que je le dis, hein, dans l'autre vidéo où je parle plus de son parcours scolaire, mais quand on a fait diagnostiquer Charlie, avant, il avait quand même des envies suicidaires et tout ça, en disant: «Je comprends pas, personne ne m'aime, j'ai pas d'amis, je suis différent, je me sens mal, je me sens harcelé, je me sens truc» et en fait, poser un diagnostic, sur ce qu'il avait, l'a complètement libéré, en fait et c'est exactement ce qui se passe avec moi ce qui s'est passé avec moi.
C'est-à-dire que Charlie, après, il était bien dans sa peau, il était libre, il était heureux, il riait, il parlait, il nanana. Il était plus aussi introverti. Alors, il est extrêmement introverti, hein, il dessine des cailloux avec son casque anti-bruit sur les oreilles, il a un besoin de ressources personnelles énormes, de refuge énorme, voilà, il supporte pas le bruit et tout ça, mais quand je vois à 6 ans ou 7 ans ce que le diagnostic lui a permis, ce que la compréhension de son fonctionnement lui a permis, et ce que du coup tous les aménagements d'environnement lui ont permis, la libération que ça a fait, mais même les autres nous le disaient, hein, même ma famille, ma mère me disait c'est incroyable le changement qu'il y a eu sur Charlie. Si vous voulez, il y a eu un vrai moment où de 3 à 4 ans à 5 ans, il était du même. On va dire que à partir du CP, dégringolade, donc je sais plus, 5-6 ans, il était assez en avance, il est du mois de mars. Donc 5-6 ans, CP, il y a eu 2 années horribles où il était très mal et harcèlement et difficultés et nanana. Et à partir du moment où on a compris son diag, où il a changé d'école, là, transformation totale et il était épanoui en fait. Donc voilà, je vous invite à vous écouter votre intuition. Je sais que moi, j'ose parler de médiumnité, de tarot, de trucs, de machin, parce que j'ai du mal à comprendre comment on peut imaginer que la science, ce soit que la science et qu'il n'y a rien d'holistique. Enfin, j'ai du mal à comprendre pourquoi les gens repoussent les plantes alors que le Doliprane est fait à base de plantes et que tu peux crever de Doliprane. Repoussent les drogues alors que les drogues, c'est des plantes et qu'on dit oui, mais les huiles essentielles, ça marche pas. Oui, mais ok, ça marche pas, mais du coup, tu me dis de pas en utiliser parce que c'est dangereux, mais du coup, ça veut dire que ça marche, non? Enfin, je sais pas, les gens sont... Mais j'ai compris depuis que je ne fonctionnais pas comme les gens, n'est-ce pas? Donc, écoutez-vous, faites confiance en votre intuition, et j'insiste, en votre intuition. Sauf quand elle vous dévalorise et qu'elle vous dit que vous êtes vraiment qu'une merde. Là, c'est pas votre intuition qui parle, c'est autre chose. Mais vous les sentez, les choses. On est entre neuroatypiques là, et vous savez que vous sentez les gens comme ci, vous sentez les gens comme ça, vous savez que vous avez cette hyper-esthésie, vous savez que vous avez cette sensibilité exacerbée, cette intelligence kinesthésique, vous savez que vous l'avez. On ressent les choses, on est hyper empathique parfois. Je pense que les personnes qui me suivent sont ce genre de profil parce que j'attire pas forcément les personnes qui sont pas sensibles et tout ça. Je sais que ma communauté, elle est plutôt du genre à raisonner avec moi, évidemment. Donc, c'est pas parce que moi, tout ce que j'ai dit sur ma vie, c'est pas comme vous, évidemment, hein, que vous n'êtes pas diagnostiqué. Enfin, si vous avez un diagnostic et que vous me ressemblez pas, vous pouvez vous dire, bah, c'est bizarre quand même, mais en fait, on est coloré de toutes nos atypies et de tout notre environnement et de toute notre personnalité, hein. C'est pour ça que c'est si difficile finalement de savoir une personne autique ne ressemblera pas à une autre, une personne TDAH ne ressemblera pas à une autre. Donc voilà. Bon, si ton problème c'est juste que tu n'arrives pas à vider le lave-vaisselle, que tu n'as pas vraiment de problème de fonction exécutive et que tu es juste un peu hyperactive, genre tu as envie de faire des trucs plein tout le temps et que tu es juste impulsif, que parfois tu te fais un tatouage et que tu n'avais pas réfléchi avant et que bon voilà, c'est pas forcément grave, mais effectivement si tu as des grosses souffrances, ça peut être pertinent de checker quoi. Voilà. Écoutez, je vais tirer une petite carte. Prenez ma formation Boost ton quotidien. Je pense que dans 3 mois, elle s'appellera plus comme ça, mais bref. Parce que je t'apprends à travailler sur tes émotions, comprendre tout ton fonctionnement, toutes ces choses-là. C'est insupportable, j'ai le nez qui gratte. Et ma mère, elle disait un truc horrible, elle disait, c'est pas le nez qui gratte, c'est qu'il y a un vieux qui veut t'embrasser et un jeune qui va le faire. Et j'étais là, genre, mais pourquoi tu dis ça? C'est trop bizarre, personne ne va m'embrasser. Je sais pas pourquoi j'ai le nez qui gratte à ce moment-là, il y a sûrement un message subliminal là. Oh, la carte que j'ai sortie, c'est attirer. C'est marrant. On parle du vieux qui veut me faire un bisou, c'est ça? J'attire le vieux qui veut me faire un bisou? Un bisou? Non, mais c'est intéressant le terme de attirer, tu vois, on s'attire les uns les autres en fait. On se connecte les uns les autres, on sait se parler les uns les autres, on sait de cœur à cœur. Et c'est ce que je me suis rendu compte plus tard en fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que plein de gens qui étaient sur mon profil depuis des années, ils sont restés quand j'ai commencé à parler de neuroatypie parce qu'en fait ils se sont dit, ok, je comprends mieux pourquoi je te suis depuis des années en fait. Voilà. Je sais pas si j'ai vraiment bien répondu à la question. Et la réponse, en tout cas, c'est faites-vous soigner euh, vos petits traumas avant d'avoir des gosses. Faites des stages de communication non violente. Euh, Franchement, je vous souhaite de gagner de la thune parce que sinon vous allez galérer parce que ça coûte cher un gosse. Et puis aussi, on dit qu'il faut un village pour élever un enfant, mais faut avoir un village de personnes qui nous comprennent et de personnes safe et bienveillantes parce que
Autant mes parents l'ont plutôt été, autant beaucoup de gens ne l'ont pas été, n'ont pas compris les diagnostics, ont jugé le fait qu'on aille lui faire ci ou ça, et ça a été aussi difficile à vivre, toutes ces choses-là, où on jugeait qui j'étais, on jugeait ma manière d'être. Et entourez-vous de bonnes personnes, tant pis si enfin, genre vraiment, stop aux personnes toxiques qui vous rabaissent, qui font vous sentir comme des merdes. Si je repense à toutes les personnes qui m'ont fait me sentir comme des merdes, je repense à ce mec chez Énergie 12 qui me disait que je m'habillais comme un sapin de Noël alors que moi j'aimais juste les couleurs et le monde de l'enfance. Quand je pense à ces moniteurs qui m'ont dit que j'étais vraiment une merde et que je devais fumer du cannabis avant de venir en cours et que j'étais en mode ben non, vraiment, j'essaye de conduire mais j'y arrive pas. Enfin bref, franchement, quand je pense à tous ces gens qui m'ont pas écouté, quand j'avais ma vésicule biliaire, plein de caillots, quand je pense à putain, j'ai tellement de lettres envoyées aux gens en leur disant: «Bah, en fait, voilà ce qui se passe, bah, en fait, truc, bah, en fait, machin». Mais je sublime mes traumas, grâce à cette, formation que je vous propose, grâce à mon travail de coach pour personnes atypiques. Je sublime mes traumas, grâce aux livres que j'écrirai, grâce à toutes ces choses-là, et je partage ma vie avec toute, transparence et tout ça. Parce que c'est quelque chose qui me semble naturel, qui me dérange pas, et tant pis si les gens, ont des choses à dire là-dessus, sur qui je suis, sur ce que je montre sur les réseaux ou ce que je montre trop, ce que je montre pas assez, tant pis. J'ai appris à en avoir rien à foutre des gens. C'est faux. C'est faux, j'en ai pas rien à foutre des gens parce qu'en vrai, ils me blessent toujours et nin mais en tout cas, j'ai appris à, sélectionner les gens que j'avais autour de moi. Et tout ce genre de choses, donc je vous invite à voilà, l'idée c'est pas de s'isoler, hein, c'est juste d'être doux avec soi, quoi. Ah! Bisous, au revoir, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Il y a mon podcast si ça vous intéresse, j'ai d'autres vidéos YouTube et puis j'ai mon compte Instagram, mon compte TikTok, je sais pas comment on dit, Threads de Instagram aussi. Hem Et venez en coaching.